Merci Sébastien, merci à vous, merci à l'Université Trois-Rivières de m'inviter dans ce lieu magnifique, vraiment très, très flatté de cette invitation. Et aussi très intéressé, en partant de l'hôtel tout à l'heure pour prendre le taxi et venir ici, la personne qui s'occupait de l'hôtel me disait, mais vous allez où à l'Université Québec à Trois-Rivières? Oui, pour faire une conférence. Mais c'est vous qui faites la conférence? Mais je devais y aller. Et hélas, le planning a changé, je ne peux pas. Est-ce que vous pouvez me faire un résumé de la conférence? Alors, écoutez, en attendant le taxi, qui est arrivé hélas très vite, j'ai fait un petit résumé. Donc voilà, je ne vais pas vous faire le résumé parce que sinon le temps va passer trop vite. Mais j'ai été vraiment très flatté de voir que, voilà, dans tout Trois-Rivières, cette conférence était annoncée. Alors, voulons-nous encore vivre ensemble? On parle beaucoup du vivre ensemble. Je dois vous avouer que je n'aime pas beaucoup cette expression de vivre ensemble. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des milliers de façons, des millions de façons de vivre ensemble qui ne sont pas toutes très sympathiques. On peut vivre ensemble côte à côte, dans l'indifférence, face à face, dans l'adversité, ou dos à dos, dans une logique même de conflictualité indifférente. Donc ce qui m'intéresse plus profondément dans la question « voulons-nous encore vivre ensemble ?» c'est pas vivre ensemble, c'est « voulons-nous ?» C'est vraiment interroger le vouloir. Et c'est vrai que cette question m'est apparue, je pense aussi à vous, de manière particulièrement frappante à travers un événement qu'on a tous vécu, même si on l'a vécu de manière très différente, eh bien la crise Covid-19, cette crise où on parlait de distanciation sociale, où d'un seul coup, et c'est une expérience partagée dans le monde entier, ce qui est assez rare sur le plan de l'expérience, d'un seul coup, la vie sociale a été suspendue. Et on en est tous venus à réfléchir au fond et au sens de cette vie sociale. Il y a un gigantesque point d'interrogation, au fond, qui s'est placé sur cette vie commune. Au fond, est-ce que nous avons autant besoin de cela que des autres? Avec aussi cette idée que les autres, souvent, sont un peu désagréables, un peu déplaisants. Quand on regardait notre vie, on s'est aperçu qu'il y avait toute une série de substituts à cette vie commune. Substituts que la vie moderne nous permettait d'acquérir sans difficulté, qui sont diffusés après, même si on en revient parfois, le télétravail, les visioconférences, le fait d'acheter, faire ses courses sur Internet, le fait de faire le plein d'émotions avec nos écrans. Au fond, on pourrait très bien se débrouiller tout seul. Et la vie moderne, d'une certaine façon, fragilise et rend possible l'isolement. L'isolement, c'est-à-dire l'idée qu'on est comme une île, coupée des autres. D'où cette question, en effet, Sébastien le disait il y a un instant, cette question qui est évidente, qui souvent n'est pas posée, pourquoi voulons-nous vivre encore ensemble? Avec cette énigme d'une société des individus qui est, d'une certaine façon, menacée, mise en question par deux logiques internes, par deux logiques contraires, deux logiques contraires. D'un côté, la tentation de l'isolement, effectivement le repli sur soi. Après tout, c'est normal. Un des exigences, des maximes de l'éthique moderne, c'est « be yourself », soyez vous-même. Alors de deux choses l'une, soit j'y arrive et je deviens narcissique, j'ai pas besoin des autres, soit je n'y arrive pas et je deviens déprimé et je me replie sur moi. Voilà. Narcissique ou déprimé, choisissez votre camp. Et donc cette question de l'isolement, solitude superbe ou solitude déprimée, c'est quelque chose qui est une réalité de notre vie. Et toute une série d'indicateurs montrent ce que certains appellent une véritable épidémie de solitude. À la fois dans l'habitation, le fait que l'habitat isolé commence à augmenter de manière spectaculaire, régulière. Au-delà de l'habitat isolé, parce qu'après tout, on peut être très content d'habiter tout seul, c'est pas un problème, le sentiment d'abandon, pas simplement le fait de vivre seul, mais le fait de se sentir délaissé
Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut se sentir abandonné avec beaucoup de monde. Être seul pendant que les autres sont là, et parfois ne pas se sentir seul alors que les autres ne sont pas là. Et puis au-delà de ça, ce sentiment qui touche toutes les catégories de la population, beaucoup les jeunes, qui ont par ailleurs un réseau social très actif, mais qui se sentent abandonnés. Toutes les catégories socio-professionnelles, on note cette augmentation. Comme si effectivement dans ces sociétés d'individus, d'une certaine manière, il était à la fois possible, souhaitable et parfois regrettable d'être seul. Un vrai problème. Ça, c'est la première difficulté, la tentation de l'isolement. Mais il y a une deuxième difficulté. On revient vers les autres, mais pour en découdre, avec la logique de combat. L'idée qu'il faut se battre, que les autres sont là, mais on va leur faire la peau. Ce qui s'explique aussi très bien dans un monde qui est le nôtre, qui est un monde complexe. Dans ce monde complexe, eh bien, on n'a pas de grille de lecture. Il nous faut des grilles de lecture, des visions des mondes. Les religions offraient une sorte d'explication, les idéologies offraient. On n'a plus beaucoup de choses comme ça, ce qu'on appelait les grands récits. Et donc, face à cette absence de grands récits dans un monde complexe, ce n'est pas que le monde soit plus complexe qu'avant, le monde a toujours été complexe. Mais les manières de répondre à cette complexité semblent nous faire défaut. Et donc, on se tourne vers des idéologies, vers des idées, vers des scénarios qui nous permettent d'expliquer le monde. C'est très tentant. Alors, le scénario le plus connu et le plus simple, c'est le complot. Voilà. Le complot, c'est formidable parce que vous avez un complot juif, franc-maçon, extraterrestre, CIA, ça explique tout. Moins il y a de preuves, plus ça prouve que le complot est puissant. Si vous discutez avec un complotiste et que vous doutez du complot, d'abord vous êtes naïf, puis très vite vous devenez complice. Voilà. Bon, alors, ça c'est le scénario, si je puis dire, le complotisme. Alors attention, comme dit Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Donc il peut y avoir des vrais complots, hein, ça peut exister. Mais disons, grosso modo, c'est quand même une vision du monde. J'allais dire, c'est la vision du monde pour les nuls, le complot. Réponse à tout. Un tout petit peu plus sophistiquée, mais quand même très puissante, outre le complot, la guerre. La guerre. Il y a des méchants, les autres, il y a des gentils. C'est moi. C'est nous. Et ça, c'est un scénario aussi qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Le fait qu'il y a des puissances malveillantes et le fait qu'il y a effectivement des bons. Et d'ailleurs, plus les autres sont méchants, plus je suis bon. Ça, c'est le principe. Et donc, les guerres, quand on y réfléchit, sont devenues notre grille de lecture favorite. Alors, celle qui est devenue presque un petit peu vintage, c'est la grille de lecture marxiste, la lutte des classes, qui est une vision complète du monde. Bon. C'est presque un peu dépassé. C'est surajouté à cette lutte des classes la guerre des sexes. Dont Henry Kissinger disait, j'aime bien cette phrase, la guerre des sexes n'aura pas lieu, il y a beaucoup trop de fraternisation avec l'ennemi. Spécialiste de géopolitique, il faut lui faire confiance. Bon. La guerre des âges, les conflits de génération, qui existent. Il y a des conflits, il y a des tensions. Y a-t-il pour autant une guerre ? La guerre des races, dont on pensait qu'elle était dépassée derrière nous, qui revient avec la théorie critique de la race notamment. Et puis, la guerre des civilisations, le clash des civilisations défendu. Donc toute une série de logiques qui, d'une certaine façon, pour expliquer le monde, nous dit c'est très simple, c'est la guerre. Et à force de se dire qu'en expliquant par la guerre, on va expliquer le monde, eh bien, effectivement, on fait surgir des tensions. Tentation de la solitude. Séduction du conflit. Voilà deux éléments qui mettent en péril notre vie commune. Le repli ou le conflit. Est-ce que ce sont les deux manières de nous rapporter à la vie commune ? J'ajoute un troisième élément pour être un tout petit peu polémique, parce qu'il faut un peu aiguiser les choses. Évidemment, on dirait que notre société quand même est formidablement tolérante et on a un mot qui résume parfaitement ça, c'est l'inclusion. Société inclusive. Qui est un beau mot quand on y réfléchit, mais il faut quand même creuser un peu. Le mot vient du handicap, comment on fait en sorte d'intégrer effectivement les personnes handicapées à une société, leur faciliter la vie, et ça c'est extrêmement légitime. Mais le mot prend
progressivement une connotation qui devient un tout petit peu différente et qui d'ailleurs correspond à l'étymologie du mot. Inclusion, le synonyme en chimie, c'est emprisonnement. L'inclusion, c'est l'insecte qui est emprisonné dans l'ambre. Vous voyez cette image? C'est ça, inclusion. C'est-à-dire qu'il y a une bonne inclusion et une mauvaise inclusion. La bonne inclusion, c'est comment on aide un individu à entrer dans le collectif. Et ça, il y a beaucoup de travail à faire en la matière. La mauvaise inclusion, c'est quand on force le collectif à s'adapter à la moindre différence. Et ça, c'est la fin du collectif. Vous voyez que ma critique ici est une critique nuancée de l'inclusion. Il ne s'agit pas de jeter les efforts que nous faisons pour intégrer les personnes les plus défavorisées au collectif, mais être attentif au fait que pour que nous puissions intégrer dans un collectif, il faut que le collectif persiste et ne soit pas détruit. Il faut que les différences sachent aussi faire un pas de retrait. Sinon, il n'y a plus de collectif, il n'y a plus que des différences, un agglomérat de différences et potentiellement une conflictualité de différences. Tentation du repli, séduction du conflit, confusion dans l'inclusion. Voilà les éléments qui font que nous avons parfois des difficultés à vivre ensemble. Juste avant de partir de Paris, j'ai remarqué en bas de chez moi, vous savez, il y a beaucoup de tags qui sont sur les murs. Et bon, on est dans un contexte en France, comme vous le savez, un petit peu chaud en ce moment. Alors, c'est formidable, parce que j'ai vu un tag où il était écrit « À mort les bourgeois.es ». Donc, « À mort les bourgeois », mais en écriture inclusive. Vous voyez le paradoxe? On inclut dans la haine. On inclut dans la haine. Et là, on a le paradoxe de la société inclusive. En fait, cette société inclusive va pouvoir potentiellement être très exclusive, très haineuse pour ceux qui ne respectent pas les bonnes frontières de l'inclusion. Soyons prudents. Alors ça pose une question philosophique, et là je viens au fond maintenant du problème. Effectivement, comme Sébastien l'évoquait tout à l'heure, cette question-là, il faut l'affronter. Quelle est la clé de voûte de notre société? Au fond, cette question toute bête, mais au fond, pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Il y a la question du comment, il y a la question du avec qui, mais pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Et ça, pour tenter d'y répondre, il faut faire un petit détour par l'histoire, rapide bien sûr, par l'anthropologie, même si je suis très impressionné par la présence d'anthropologues dans cette salle, un petit détour par l'histoire pour essayer de se dire, mais quelles ont été par le passé, quand la question ne se posait presque pas, les réponses à cette question. Sous réserve d'inventaire, je vais faire un petit rappel de ce qu'ont pu être les réponses du passé, avec cette idée que, pour répondre à une question de cette ampleur, les individus qui vivaient ensemble devaient se dire « Ouh là là, pas que ça dépende que de nous, il faut que ça dépende d'instances qui sont des instances vraiment puissantes, vraiment magnifiques, sublimes. » Et au fond, il y a trois grandes réponses, je crois, à cette question « Pourquoi voulons-nous vivre ensemble ?» La réponse qui considère d'abord que c'est par le passé. Nous devons vivre ensemble par fidélité au passé, ce qui correspond aux sociétés traditionnelles. Qu'est-ce qu'une société traditionnelle? C'est une société, on a presque oublié ce que c'était à vrai dire. C'est une société qui considère qu'il y a eu jadis des grands ancêtres qui nous ont tout donné, nos lois, nos valeurs, nos normes. La seule chose qu'on a à faire dans la vie, c'est imiter, hériter et répéter. Surtout de ne pas innover. Voilà. Pas d'innovation, pas de changement. On voit que ça nous échappe, cette affaire. Pas d'innovation, la seule chose à faire, c'est qu'on fait comme on a toujours fait. Voilà. Ce qui nous fait vivre ensemble, c'est le maintien de la vie commune. Il y a un témoignage de Nelson Mandela dans son livre « Chemin vers la liberté » qui est très puissant. Nelson Mandela vient d'une tribu traditionnelle. Il est fils de roi, noble, mais bon, les accidents de la vie font qu'il est obligé d'aller chez les Blancs.
Douloureux comme expérience, mais il en tire quelque chose qui est absolument génial dans ses mémoires. Il dit, il a 10 ans à l'époque, il est tout petit, hein, il arrive chez les Blancs, la famille des Blancs, et la première chose qui le frappe, c'est que les petits-enfants des Blancs n'arrêtent pas de poser des questions. Et que les parents y répondent. Pourquoi la nuit est noire? Pourquoi il faut aller se coucher? Pourquoi il faut manger? Pourquoi... Voilà. Et les parents disent, oui, ben je vais t'expliquer. Alors évidemment, on n'y arrive pas, en général, on se fâche assez rapidement, mais on essaye d'apporter des réponses. Et il dit, mais dans une société traditionnelle, les enfants, ils ne posent pas de questions. Ils regardent comment font les grands, ils font pareil. Ils imitent. Très profond comme remarque. Très profond parce qu'on voit effectivement le choc. Le choc, c'est-à-dire l'idée, pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Eh bien ça, c'est effectivement les questions qu'on se pose. Pourquoi vivons-nous ensemble? Dans une société traditionnelle, on vit ensemble parce qu'on a toujours vécu ensemble. Point. Voilà. Il n'y a pas de questions, il n'y a que des réponses. Nous sommes sortis de ce monde. Définitivement. C'est-à-dire que c'est comme le dentifrice quand il est sorti du tube, on ne peut pas le faire entrer à l'intérieur. Dès lors qu'il y a la première question qui sort, c'est foutu. Et même ceux qui sont les traditionalistes, aujourd'hui, sont les traditionalistes en disant la tradition, c'est bien parce que... Trop tard. Ils sont dans la modernité, c'est l'esprit critique, c'est foutu. Voilà, enfin foutu. J'ai aucune nostalgie pour le monde traditionnel. Mais voilà, on est sorti de cet univers. Ça, c'est la première grande réponse. Considérer qu'il y a un passé sublime et que nous devons l'imiter. C'est comme ça que l'humanité a vécu pour l'immense partie de son histoire. La deuxième grande réponse, qui nous est aussi assez exotique, même si on la comprend davantage, c'est considérer qu'il y a plus fondamental que le passé, il y a un ordre des choses, un ordre du monde. Les Grecs l'appellent le cosmos, les Chinois le Tao, il y a d'autres mots ailleurs, mais c'est l'idée qu'il y a un ordre des choses et que nous devons vivre ensemble pour respecter cet ordre des choses. Vous voyez, par exemple, chez les Grecs, je prends cet exemple, on pourrait en prendre des milliers d'autres, chez la culture indienne aussi, les Grecs nous disaient, dans la nature, les choses lourdes sont en bas, les choses légères sont en haut. Voilà. Le corps est fait comme ça. En bas, on a le ventre et le bas-ventre. C'est lourd. C'est ce qui nous rapproche de la vie animale. Au-dessus, on a le cœur. Le cœur, voilà, c'est bien, c'est le guerrier, c'est le citoyen qui défend la cité. Et tout en haut, on a l'esprit. C'est la hiérarchie des choses. Si vous voulez que votre cité fonctionne, elle doit imiter cet ordre des choses. Tout en bas, ceux qui bouffent et qui baisent, les paysans, ils pensent qu'à ça. C'était, en tout cas, selon eux. Hein. C'est épithumien, c'est les bas instincts. Au-dessus, donc c'est l'économique, au sens strict du terme. Économique, c'est tout en bas, hein, négligeable. Oikonomikos, la maison. On reproduit et on se reproduit. En haut, la politique. Au milieu, la politique. Défendre la cité. Et tout en haut, l'esprit, les meilleurs, les philosophes. C'était le bon temps, les philosophes devaient être rois. Et l'économie, c'était tout en bas. Les choses se sont singulièrement inversées. Mais, voyez que c'est extraordinaire comme idée. Nous sommes choqués aujourd'hui par des propos qui considèrent qu'il y a une hiérarchie entre les humains. Mais pendant des millions d'années, la hiérarchie était naturelle. Parce qu'elle correspondait à l'ordre des choses. Dans la cosmogonie indienne, les castes sont déduites de la création du monde. Et donc, il est évident que les castes, c'est aussi naturel que l'alternance des jours et des nuits et l'alternance des saisons. Donc, pourquoi voulons-nous vivre ensemble, encore? Pour respecter l'ordre des choses. Et la hiérarchie établit un lien subtil entre tous les individus, une chaîne, comme dit Tocqueville, une chaîne qui relie tous les individus. Il y a les supérieurs, il y a les inférieurs. À aucun moment les inférieurs pensent qu'ils sont égaux aux supérieurs. À aucun moment les supérieurs pensent qu'ils sont égaux aux inférieurs. L'idée d'égalité n'existe pas, sauf éventuellement au sein d'une caste. La hiérarchie fait partie de l'ordre des choses. On veut vivre ensemble pour respecter la hiérarchie. Voilà. Troisième réponse, qui commence à introduire cette idée bizarre d'égalité entre les hommes, très bizarre, eh bien c'est l'idée que ce qui nous relie, c'est pas le passé, c'est pas
L'ordre des choses, c'est le rapport à celui qui a créé et le passé et l'ordre des choses, Dieu. Voilà. Et on doit vivre ensemble parce qu'il y a un chemin de l'existence et ce chemin de l'existence vient de Dieu et doit nous reconduire à Dieu. C'est la réponse théologique. C'est la réponse théologique qui peut établir l'idée d'égalité entre les hommes. Ça commence à poindre, puisque tous les humains sont les créatures de Dieu. Enfin, il peut y avoir des nuances, voilà, des petits accidents ici ou là, selon les théologies, mais je laisse ça de côté. Mais créer l'idée qu'effectivement, nous vivons ensemble, nous devons vivre ensemble, parce que c'est la seule manière d'accéder au salut individuel et collectif. Voilà les trois grandes réponses. Voulons-nous vivre ensemble pour le passé, fidélité, pour respecter l'ordre du monde, pour accéder au salut. Ce qui s'est passé dans notre histoire occidentale, c'est qu'à un moment donné, ces trois réponses sont rentrées simultanément en crise. Quelque part aux environs de la Renaissance. Le passé ne suffit plus, l'ordre des choses disparaît, avec les grandes découvertes, on nous disait que c'était extraordinaire, tout avait un ordre, il y avait un haut, un bas, un centre, une périphérie, une gauche, une droite, en politique aussi. Non, tout est relatif. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus de périphérie, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Tout est relatif à tout. Donc impossible, en regardant les étoiles, le monde, l'univers, d'en déduire une organisation politique. Quant au divin, il est toujours là, il n'a pas cessé de disparaître, simplement quelque part aux alentours de la Renaissance, ce qui est censé assurer la vie commune est le principal motif de guerre. Ce sont les guerres de religion. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus, à partir du divin, définir un ordre commun. Et l'humanité se trouve, occidentale, c'est une petite partie de l'humanité, occidentale se trouve à partir de là dans un très grand désarroi. Mais comment on va vivre ensemble? Comment? Pourquoi? Alors, il y a une image qui résume assez bien ce désarroi, c'est une allégorie que j'aime bien, qui, à mon avis, exprime parfaitement la modernité. Vous savez, c'est les aventures du baron de Munchausen, ce baron légendaire germanique, il lui arrive plein d'aventures. Et un jour, ce baron légendaire se promène avec son cheval dans la forêt, et puis il se trouve face à un lac assez vaste. Comme il est très vantard, il doute de rien, il prend beaucoup d'élan avec son cheval, et hop, il décide de sauter le lac. Hélas, il tombe en plein milieu de l'eau, et il commence, avec son cheval, à s'enfoncer inexorablement, jusqu'à ce qu'il ait une idée géniale. Il se prend par les cheveux et il se sort lui-même du lac. Le truc est absurde, ça n'a aucun sens. Ça s'appelle la démocratie. C'est la démocratie. Comment un peuple se sort lui-même du bourbier dans lequel il s'est mis, en se donnant à soi-même ses lois. C'est ça la modernité. La modernité, c'est comment on fait pour trouver la réponse à la question « Voulons-nous encore vivre ensemble ?» Non pas par référence au passé, au divin ou à l'ordre du monde, mais comme disent les comptables, sur ressources propres. Il n'y a pas grand-chose en termes de ressources. Ressources propres. Alors, d'une certaine façon, toute la philosophie politique moderne raconte cette quête. Voilà. Le premier qui identifie ça parfaitement, c'est Machiavel. Voilà. Machiavel qui regarde les troubles de l'Italie de la Renaissance, voilà, tout disparaît, la tradition ne fonctionne plus, la religion, n'en parlons pas, et qui se dit, bon, je distingue dans tout ça une aspiration, faire en sorte qu'on ait la paix. Voilà, la paix, éviter la guerre civile. Voilà, ça, c'est un désir commun. Ce n'est pas l'ordre du monde, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le salut, c'est juste déjeuner en paix. Voilà, de ne pas être obligé, quand je sors de chez moi, de craindre de me faire assassiner tout de suite. Et quand on visite Florence, par exemple, c'est très beau, Florence, à l'intérieur des palais. Les palais sont très beaux à l'intérieur, mais à l'extérieur, c'est des bunkers. Et ça nous dit bien que, voilà, entre le palais des Médicis et puis les palais de la famille d'à côté, ils sont à 50 mètres, vous sortez, vous n'êtes pas sûr de revenir. C'est très violent. Donc la paix. Voilà. La paix, simplement, trop de paix tue la vie. Donc la paix, ça ne suffit pas. Alors, on va dire, en plus de la paix, il faut un peu de liberté. Au-delà de la liberté, il faut peut-être un peu de bonheur ou éviter le malheur.
nous avons là les petits dessins de la vie commune qui commencent à apparaître, la paix, la liberté, l'État-providence dont parlait tout à l'heure Sébastien, c'est-à-dire le fait que, sans doute pas le bonheur, mais éviter les malheurs. Et au fond, quand on y réfléchit, qu'on regarde nos sociétés d'aujourd'hui, comparativement à celles du passé, on se dit, mais c'est pas mal. C'est pas mal, en fait. La paix, alors, il y a des menaces, hein, mais dans l'ensemble, le risque vital, comparativement à ce qui se passait au XVIe siècle, est un infiniment plus réduit. Les libertés individuelles sont énormes. L'assistance en cas de maladie, de vieillesse, formidable. Imaginons, par une petite opération mentale, imaginons que Victor Hugo, l'auteur des Misérables, revienne à la vie aujourd'hui et regarde la situation. Il nous dit, mais c'est génial ce que vous avez fait. C'est formidable. Moi, j'en ai rêvé toute ma vie, vous l'avez fait. Et il serait très étonné de voir les manifestations. Là, après-demain, je rentre à Paris. Je ne suis pas sûr d'aller à la Sorbonne, parce qu'apparemment, il y a des grèves, des manifestations. Bon, voilà. Enfin, laissons ça de côté. Bien sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais vous voyez, la réalisation de l'univers démocratique est formidable. Et pourtant, il nous manque quelque chose. On se dit, bon, d'accord, on a la paix, ok, correct. On a l'État-providence, ça va. Il nous manque un truc grandiose. Le salut, la tradition, la hiérarchie. Bon, la hiérarchie, on n'aime pas trop ça, mais enfin, l'ordre du monde, c'était beau. Il nous manque un truc. Nous sommes dans des sociétés désenchantées. On est malheureux. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'on se dise, tiens, c'est bien de vivre avec les autres. Tiens, j'ai envie de contribuer. Qu'est-ce qui nous manque? Quelle est la réponse? Je vais essayer de vous la proposer, la mienne en tout cas, d'apporter une réponse à cette question. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, nous permet de dire, oui, c'est bien de vivre ensemble dans un univers démocratique. Mais il faut partir d'un paradoxe. Ce paradoxe de ce que nous sommes, une société d'individus. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, société d'individus, ça n'a pas vraiment de raison de fonctionner. Soit il y a des individus et il n'y a pas de société, soit il y a la société et il n'y a pas d'individus. Sauf si on envisage cette société d'individus de manière dynamique. Une société d'individus, c'est une société qui fabrique des individus à condition que ces individus fabriquent de la société. Et ça peut marcher très bien. Très très bien même. Fabriquer des individus, ça, c'est ce qu'on a fait. Et la réussite, pour ça que je n'ai aucune nostalgie pour le passé, est exemplaire. On a réussi à fabriquer des individus, c'est-à-dire à les émanciper, alors parfois c'était douloureux, des contraintes communautaires qui pesaient sur lui par le passé. Le point le plus spectaculaire, c'est l'émancipation de la femme. Voilà. Incontestablement, ce point-là est une évidence. Voilà. La femme accède à un statut tout à fait inédit dans l'histoire de l'humanité, et c'est très récent. Simplement, il nous manque la deuxième partie. Nous savons fabriquer des individus, mais nous avons tendance à oublier que ces individus doivent fabriquer de la société, doivent prendre soin de la société. Comment s'appelle un individu qui a été fabriqué par la société et qui doit prendre soin de la société? Pour moi, il a un nom, un peu oublié dans notre univers contemporain, un nom très simple, il s'appelle l'adulte. Ça vous dit quelque chose? On parle beaucoup des jeunes, on parle beaucoup des enfants, on parle beaucoup des vieux, des très très vieux. Il y a première enfance, deuxième enfance, troisième enfance. Vous voyez, dans les ministères, il y a un bureau de l'enfance, la prime enfance, l'adolescence, la jeunesse. Il y a un bureau de la vieillesse, les retraités, la grande vieillesse, l'adulte. Catégorie des ressources humaines dans l'entreprise. Vous avez junior, senior. Junior, c'est encore un peu tôt. Senior, commence à être trop tard. Une enquête de Randstad qui avait dit on est junior jusqu'à 30 ans, on est senior à partir de 35. Trop tard. L'obsolescence programmée du travail. L'adulte. Alors, je vais faire un peu de logique participative. Est-ce qu'il y a des adultes dans la salle?
Qui se sent adulte? Levez la main. Merci. Alors, question inverse. Qui ne se sent pas adulte? Alors. Merci. Hein. Vous sauvez ma conférence. Bonjour. Bonjour. Pourquoi? Je dirais que je vais donner juste un élément de réponse parce que je vais laisser la chance à tous les autres qui ne se sentent pas 100% adultes de participer. Mais si je prends seulement l'exemple des médias sociaux, je trouve qu'on agit comme des ados sur les médias sociaux. Je ne suis pas particulièrement plus coupable que les autres et je ne suis pas non plus innocente. D'accord. Donc vous vous dites, au fond, il me manque un petit peu, j'ai des comportements un peu infantiles que je constate et je suis lucide là-dessus. Alors, je vous ferai une petite objection. Si vous êtes lucide là-dessus... Oui, vous n'arrêtez pas pour autant. D'accord, autant pour moi. Mais vous voyez, vous êtes sur le bon chemin. Parce que l'ado, il n'est pas lucide là-dessus. Hein. Enfin, pas tous, hein, mais en l'occurrence. Est-ce qu'il y a un autre témoignage sur le fait de ne pas se sentir totalement adulte? Alors moi, je vais vous dire, je ne me sens pas totalement adulte. C'est l'adolescence? C'est pas adolescence exactement, mais c'est... voilà, je suis professeur à la Sorbonne, j'écris des bouquins, vous vous dites, voilà, on a un adulte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est venu l'écouter, parce que si... Non. Mais si vous saviez, vous partiriez très très vite. Mais je peux vous faire cet aveu parce que je sais qu'au fond, on a tous, comme vous l'avez dit vous-même, ces petites failles en nous. C'est le syndrome de l'imposteur. On sait bien qu'on n'est pas totalement adulte, en tout cas à la hauteur, mais on fait le boulot. Et en tout cas, on essaie de faire illusion. On a pris son beau costume, sa chemise, etc. Voilà. Alors maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Pour ceux qui se sentent adultes, à quel âge vous êtes-vous senti adulte? Qui veut répondre? Merci. Quand j'ai accouché de mon fils et que j'ai commencé à prendre la responsabilité d'un enfant. Ah. Donc je pense que c'est une réponse qui est partagée par un certain nombre, c'est la réponse majoritaire. Les gens disent, voilà, la naissance du premier enfant. Mais attention, tous les adultes ne sont pas parents et tous les parents ne sont pas adultes. Voilà, donc voilà, il faut être prudent là-dessus. Est-ce qu'il y a une autre expérience? Oui. La retraite. La retraite? Ah, c'est intéressant ça. Et alors, qu'est-ce qui vous... On peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est l'adolescence, ça, non? Il n'y a pas la contrainte du travail, la contrainte du temps. Le temps. D'essayer de prendre du recul, enfin, après la frénésie du travail. Ouais. Ah, c'est intéressant, ouais. Oui? Merci. Lorsqu'on remarque que d'autres personnes comptent sur toi. Super. Moi, j'ai envie de rebondir sur cette intervention. Ok. Lorsqu'on remarque qu'on ne peut compter que sur soi-même, c'est à partir du moment où on commence à avoir des responsabilités, qu'on doit devoir être responsable, pour moi, c'est une définition d'être adulte. Formidable, vous avez une profondeur. Je vais essayer de reprendre tout ça après, mais c'est donc que des gens comptent sur vous. Ça rejoint l'idée de parentalité un peu, mais au sens large du terme. Et en même temps, l'idée, c'est cette espèce de solitude, c'est-à-dire, on peut dire presque pouvoir, enfin, pas forcément compter sur personne, mais l'idée que voilà, il y a quand même une solitude un peu de cet adulte-là. Responsabilité, on va y revenir. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Madame? D'accord. Alors, je suis senior, mais je me sens adulte. J'aimerais ça me sentir senior et lire, tricoter, redevenir enfant. Mais je trouve que j'ai beaucoup de responsabilités. En tant que senior. Alors, je vous fais une petite objection, mais amicale. Hein. C'est vrai que quand on dit redevenir enfant, aucun enfant n'a envie de devenir enfant. C'est vraiment être adulte que vouloir revenir à une sorte d'innocence. Mais les enfants, ils ont envie de grandir. Parfois, ils ont des petits coups de mou. Voilà. Il
des phases de régression, mais c'est vrai que l'enfant, c'est envie de grandir. Donc c'est une nostalgie, si je puis dire, d'adulte que de vouloir être... voilà, mais c'est à part ça, ce que vous dites, je trouve très, très juste, c'est-à-dire l'idée, effectivement, de ce que vous disiez aussi, de prendre du recul, de prendre de la marge, de pouvoir être... cette question du temps, c'est que l'âge adulte est aussi un âge de frénésie, et on a envie de... Voilà, les responsabilités sont lourdes. Oui. Alors, ma vie personnelle aurait été aussi la naissance de mon premier enfant, mais en allant un peu en arrière quand même, je crois qu'à partir du moment où on fait passer le principe de réalité avant le principe du plaisir en termes freudiens, c'est-à-dire le sentiment du devoir comme étant prioritaire, plus important que le principe de plaisir, nos amusements, etc. On est pas mal en train de devenir adulte et ça se fait dès l'adolescence. Ok, bon écoutez, alors, je vais essayer de synthétiser tout ça, parce qu'il y aurait beaucoup de choses, et puis n'hésitez pas si vous souhaitez dans cette élaboration. Dans ce que vous dites, il y a un rapport au réel, un rapport au monde qui caractérise l'adulte, il y a un rapport aux autres et un rapport à soi. Et donc quand on y réfléchit, cet adulte, c'est quelque chose d'assez puissant, parce que c'est presque une vision du monde et une sagesse à l'égard du monde. Il y a 3 mots, on aurait pu faire l'exercice, mais qui reviennent quand même de vos différentes interventions. Expérience, rapport au monde, responsabilité, rapport aux autres, autonomie, rapport à soi. Voilà. Et ça, dans un contexte où on ne sait plus trop ce que c'est qu'un adulte, c'est solide, c'est du costaud. Simplement, les 3 mots ont un sens qu'on peut essayer de creuser philosophiquement. L'expérience, ce n'est pas simplement le fait d'avoir tout expérimenté. Alors, celui qui dirait « je sais tout », c'est pas l'adulte, c'est le jeune. Vous voyez, c'est le jeune, laisse-moi te donner un bon conseil. Non, non, je sais. L'idée de toute puissance, d'omniscience. J'ai rien contre les jeunes, hein, mais force est de constater qu'ils savent tout et ils peuvent tout. Voilà. L'adulte, il n'est pas tout puissant. Il sait que... Voilà. L'adulte, c'est un peu comme Socrate, il sait qu'il ne sait pas tout. Donc l'expérience, ce n'est pas le fait d'avoir tout vu, tout fait, c'est le fait d'avoir suffisamment expérimenté pour être capable de faire face à ce qu'on n'a pas expérimenté. On arrive à bricoler. Voilà. Notre expérience nous dit, voilà, on sait à peu près comment il faut faire. D'ailleurs, quand on est parent ou même patron ou professeur, on a envie de transmettre l'expérience. Ce n'est pas possible. L'expérience ne se transmet pas. On peut transmettre des expériences. Comment on fait la blanquette de veau, comment on plante un clou, ça c'est possible. Mais transmettre l'expérience, ce n'est pas possible. C'est une conquête, l'expérience. Et ça suppose une prise de risque. C'est pour ça que nos éducations contemporaines, qui sont très protectrices des enfants, eh bien, évidemment, font allonger la jeunesse, parce que, en fait, à force de protéger l'enfant, on enferme l'enfant dans l'enfance. Je ne dis pas qu'il faut maltraiter les enfants, hein, pas de malentendu. Mais voyez en quel sens trop de protection empêche l'acquisition de l'expérience, et nos sociétés sont vraiment de ce type-là, c'est-à-dire l'âge de transition entre l'enfance et l'adolescence, c'est considérablement allongé. Dans les sociétés traditionnelles, c'est 3 jours, c'est le rite de passage. Aujourd'hui, c'est 15 ans. Au bas mot, certains disent qu'on ne sort jamais de l'adolescence. Expérience. Deuxième dimension, c'est la responsabilité. Alors, pas la responsabilité de ses actes. D'ailleurs, l'enfant sait très bien ce que c'est que la responsabilité de ses actes. Quand il fait une bêtise, il va se cacher. Il a compris le concept. Non, la responsabilité de l'adulte, c'est ce qu'on appelle la responsabilité pour. Pas de, mais pour autrui. On a tous ça en tête. Quand on était jeune, c'est-à-dire on sait tout, on peut tout. Il y a un concept philosophique pour ça s'appelle un petit con. Ou une petite conne, soyons paritaires là-dessus. Eh bien, malgré ça, il y a des gens qui nous ont
aidés, qui nous ont mis le pied à l'étrier. Ça peut être des parents, des professeurs, des patrons. On a tous en tête une image, je crois, hein, d'une personne qui, alors même qu'on était un peu insolent, prétentieux, etc., nous a dit « Je sais ce que c'est, mais je te fais confiance. » Eh bien, on devient adulte au moment où on se dit « c'est mon tour ». C'est une idée extrêmement profonde. On grandit en faisant grandir les autres. Il n'y a pas d'autre moyen. Pas d'autre moyen. C'est la responsabilité. Et une fois qu'on s'est un peu réconcilié avec le monde par l'expérience, un peu avec les autres par la responsabilité, reste le plus difficile, se réconcilier avec soi. Mais pas en s'adorant, c'est l'autonomie. C'est ce moment de solitude que vous parlez, c'est un peu triste, hein, mais en même temps, c'est une solitude qui nous rend aptes à être avec les autres. Vous voyez, Winnicott, le psychologue, disait cette capacité d'être seul. Il parlait de ça pour l'enfant qui sort de la logique de fusion et qui a une capacité d'être seul. Donc il y a une bonne solitude, hein. Cette bonne solitude, c'est la solitude qui nous permet d'être avec les autres. Si on est toujours dans la fusion, vous voyez, dans un couple, si on dit « je t'aime, est-ce que tu m'aimes, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, est-ce que tu m'aimes ?» Au bout d'un moment, ça dure 30 secondes, ou 3 ans, enfin, bon, ça ne va pas durer. Il faut, pour être avec l'autre, lui laisser de la place, le laisser respirer. Donc ça veut dire, effectivement, capacité d'être seul. Condition de la vie commune. Il faut un temps de retrait, un pas de retrait. Expérience, responsabilité, autonomie. Vous voyez que c'est un portrait de l'âge adulte qui reflète presque la sagesse. Et donc, la thèse ici que je défends, me semble assez correspondre avec l'expérience, c'est qu'au fond, la vie commune, son vrai pilier, c'est pas avant l'ordre du monde ou Dieu. On peut être croyant, c'est pas un problème. Mais le pilier de la vie commune, c'est l'adulte. C'est l'adulte. Avec cet objectif qui, quand on y réfléchit, est assez grandiose, grandir et faire grandir. Pourquoi voulons-nous vivre ensemble? Pour grandir et pour faire grandir. Parce qu'à vrai dire, il n'y a pas d'autre moyen de grandir que de faire grandir. On le voit dans les secteurs de la vie, et je termine avec ça, les secteurs de la vie qui sont, au fond, les secteurs essentiels, ce que j'appelle les 7 piliers de la convivialité dans le livre. Je commence par le deuxième, il y a la sexualité. Sexualité qui est une question aujourd'hui qui devient compliquée parce qu'on a l'impression que à Eros, c'est substitué Phobos. Eros, c'était le désir, Phobos, c'est la peur. Maintenant, c'est la trouille dans les relations sexuelles. La trouille, oulala, où je vais, harcèlement, ou alors tout le monde a la trouille. Alors que la sexualité, c'est ce que je peux appeler l'idéal, la conversation entre les sexes. Conversation, c'est pas un rapport de pouvoir. Aujourd'hui, la grille de lecture, c'est la sexualité, c'est un rapport de pouvoir. Il y a un dominant, il y a un dominé. Voilà. C'est comme ça, on ne va pas s'en sortir. Non, c'est une conversation. C'est un concert. Et c'est comme ça qu'on doit tenter de le penser ou de le repenser. La vie de couple, effectivement, cette vie de couple qui est fragilisée incontestablement, parce qu'effectivement, on s'est rencontrés jeunes, et puis hop, la vie a changé, on a grandi. Et ben, quand on grandit, on change. L'autre change et je change. Donc, les choses. Mais l'objectif reste là. Est-ce qu'on peut grandir ensemble? Est-ce qu'on peut se faire grandir mutuellement? Ou est-ce que ce n'est pas possible? Voilà, c'est la question, elle est légitime, qu'il faut poser. Et personne, ni rien, nous oblige à un cheminement qui soit un cheminement particulier. Au travail, c'est pareil. Bon, les enquêtes intéressantes sur le bien-être au travail aujourd'hui nous disent, au-delà, bon, le salaire compte quand même, hein, mais, dans le bien-être, mais au-delà du salaire, ce qui compte fondamentalement dans le travail, même par rapport à la motivation, ou on dit le sens du travail, ce qui compte fondamentalement, c'est est-ce qu'on a autour de nous des gens sur qui on peut compter, et est-ce qu'on est quelqu'un sur qui les autres peuvent compter? Exactement ce que vous avez dit. Et ça, c'est le trait principal. Grandes enquêtes sur le travail le montrent, c'est ça. Voilà. On peut avoir un bullshit job, comme dit Graeber, mais s'il y a dedans le fait que le lien est là, eh ben, bon, ce n'est pas forcément formidable, mais au moins, ce qui compte, c'est travailler avec.
Et puis, il y a un autre point, donc dans le débat, mais qui compte beaucoup. Alors, je dois dire que là-dessus, je vais faire un peu mon français, c'est-à-dire un peu mon prétentieux. Entre les Canadiens et les Français, il y a une grosse différence, énorme différence. C'est le temps passé à table. Le temps passé à table. Les Français sont les champions du monde. 2h13 par jour. Les Canadiens, c'est moins d'1 heure. Alors, au Québec, c'est un peu différent, je crois. Bon. La bouffe, c'est ça qui nous relie beaucoup. Et ce temps passé à table, c'est effectivement un temps de convivialité. Donc c'est un point très important. Et il y a aussi des séparatismes alimentaires qui existent. Donc ce temps, c'est un temps partagé, comme le dit d'ailleurs Plutarque, ce n'est pas pour manger, en fait, qu'on s'invite. C'est pour manger ensemble. Pour manger ensemble. Et de quoi parle-t-on quand on mange ensemble? De bouffe. Voilà. Des recettes, etc. Voilà, on grandit. Alors, évidemment, on grossit aussi. D'ailleurs, c'est un point qui caractérise l'âge adulte. Vous voyez, l'âge adulte, étymologiquement, c'est l'âge où on a arrêté de grandir. Et quand on arrête de grandir, on commence à s'élargir. Mais ça a du sens, parce qu'effectivement, en s'élargissant, on pense aux autres. Ça vaut aussi pour l'esprit, pas seulement pour le corps. Grandir et faire grandir. Voilà la clé de voûte de notre vie commune. Et je voudrais conclure avec une phrase. D'abord, dire que cette clé de voûte, elle ne tombe pas du ciel. D'ailleurs, quand une clé de voûte tombe du ciel, c'est mauvais signe. Et d'où tient la clé de voûte? Des forces qui sont présentes, bien ancrées sur Terre. Qu'on soit croyant, non croyant, qu'on soit adepte de la tradition et qu'on aime le passé, ce qui est vraiment quelque chose de tout à fait estimable, ça n'empêche pas que le but de notre vie commune, me semble-t-il, c'est ça. Aussi bien au sein de notre famille, au sein de notre association, au sein de notre université, au sein de notre entreprise, quand on est dans un lieu, on a envie qu'il grandisse et on a envie que les gens s'épanouissent au sein de cette société. Ce trait caractéristique, il peut paraître bébête. Et je vous accorde vraiment que moi j'aime bien la philosophie qui est la plus proche du bon sens possible. Mais si on prend un peu de recul, on perçoit que ce dessin est assez singulier dans l'histoire de l'humanité. La civilisation de la démocratie, que je ne limite pas à la civilisation occidentale, est la seule civilisation dans toute l'histoire de l'humanité qui a dit « tous les humains peuvent être adultes et sont potentiellement des adultes. Tous les humains sont des majeurs. » Dans toutes les autres civilisations, les grandes civilisations, il y avait quelques majeurs, mayores, tous les autres étaient des mineurs. À Rome, les mayores, c'était les pater familias, les pères de famille. Tous les autres étaient des mineurs, évidemment les femmes, les esclaves, n'en parlons pas. Et même si vous étiez noble de 60 ans avec votre père toujours vivant de 80, vous étiez mineur, adolescens. La seule civilisation qui dit « tous les humains sont des adultes, tous les humains sont grands, tous les humains peuvent grandir et nous pouvons grandir ensemble », c'est la civilisation de la démocratie. Donc je voudrais, si possible, qu'on ait un peu plus d'estime pour cette civilisation, qu'on a tendance à dénigrer et à même haïr en disant « elle a été impérialiste, colonialiste, raciste, esclavagiste ». C'est vrai, comme toutes les autres. Toutes les autres. Néanmoins, c'est la seule qui a aboli l'esclavage. C'est la seule qui a contribué à l'émancipation de la femme. C'est la seule qui a dit « tous les humains sont grands ». Donc la civilisation de la démocratie, c'est la civilisation des grandes personnes. Et c'est ça, la grandeur qu'on doit réapprendre en quelque sorte. Ça ne veut pas dire qu'on doit donner des leçons aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit mépriser le passé. Ça veut juste dire qu'il faut que cette
ce projet, ce grand dessein se poursuive, continue, qu'on continue à grandir et à faire grandir, et aussi un peu à s'élargir, ça fait pas de mal. Je vous remercie.